les enjeux sur les municipales, sur les européennes. On était vraiment... Voilà, pas de petites phrases. Et ça, je trouve, ça change des interviews des médias habituels dont parlait Brice tout à l'heure. Alors, vous avez regretté le manque de questions politiques ? Non, au contraire. Moi j'essaie de dire au contraire que le parti des médias m'exaspère parce qu'il ramène tout à des stratégies de communication, à des petites phrases et à des réactivités, à des stratégies de communication, soi-disant le derrière le rideau qui n'intéresse absolument pas les Français. Les Français, ils s'intéressent à des problèmes concrets et là, on avait quelqu'un. Mais je voudrais revenir sur ce qui était dit juste avant. Il y a un des problèmes dans la Macronie, dans le nouveau monde, c'est qu'il n'y a pas de porte-flingue. Il est tout seul. Il n'y a pas grand monde. Hein. Autrefois, quand il y avait le parti... Oui, ok, mais quand il y avait le Parti socialiste... On a dit toute la semaine dernière qu'Édouard Philippe était en première ligne sur la SNCF. Qui protégeait le chef. Là, le chef, il est tout seul. Il est donc très exposé quand même. C'est même plus que ça. Je suis d'accord avec cette analyse. Je crois que le problème, c'est que le principal parti, République En Marche, c'est un parti dont la base est le sommet. Puisque la base de République En Marche, c'est Macron. C'est-à-dire que vous mettez ensemble Darmanin et les anciens, Mme Bourguignon, par exemple, ou Castaner, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Macron. Donc, donc, ils ne protègent pas. Par définition, ils ne peuvent pas protéger le président. C'est le président qui les fait exister et qui les fédère. Ça, c'est un problème absolument central. C'est, selon moi, l'une des difficultés du fonctionnement du macronisme par rapport à ce que fait Merkel, par exemple. Merkel, c'est aussi une concentration du centre, mais elle prend le centre droit, elle prend le centre gauche, elle les met ensemble, elle les fait causer, et elle est l'expression de leur convergence. Alors qu'eux, ils sont l'expression d'Emmanuel Macron. Un mot, Jean-Christophe, et puis on va passer on va détailler le fond. Parce que ça veut dire que vous avez un donjon et vous n'avez pas de flanc-garde derrière. Ça veut dire qu'il est forcément constamment en première ligne. Je comprends très bien. C'est un problème, c'est un courage également, mais c'est une difficulté qui se manifestera à terme. On va prendre d'abord les réponses à notre question Twitter. Emmanuel Macron était l'invité du JT de Jean-Pierre Pernaut. Avez-vous été convaincu par ces déclarations? Eh bien, vous êtes 60% à dire que non, vous n'avez pas été convaincu, comme Gérald de Bonamain qui nous dit effectivement qu'il n'a pas été convaincu. Gérald Darmanin n'a pas été convaincu. Gérald de Bonamain. Ah bon? Je dis le nom complet parce qu'effectivement, les internautes qui donnent leur identité sont tellement rares pour qu'on cite leur nom. Alors, on va détailler un petit peu les propos du président. On va parler d'abord de la SNCF, peut-être. On va l'écouter et puis on en reparle tout de suite. Nous devons faire cette réforme. Elle est indispensable. On ira au bout. Donc le gouvernement fait bien son boulot jusqu'à présent. Dans le respect de chacun, dans la considération, et sans que nul n'oppose les Français entre eux. Mais il faut aller au bout parce que c'est ce que notre pays attend. Il faut aller au bout, nous dit donc Emmanuel Macron. C'est susceptible de changer le mouvement, de dire aux cheminots, maintenant... il va effectivement y avoir un impact. À un moment donné, c'est pas la même citation, mais il a quand même dit à un moment donné qu'il fallait aller au bout avec les syndicats. Donc il laisse quand même une porte ouverte parce qu'on sait qu'il y a le bloc réformiste, CFDT, UNSA. Qui pour le moment est solidaire Oui, qui est solidaire des grévistes, mais qui discute aussi avec le gouvernement et qui pourrait, si certains sujets sont traités, se détacher du front syndical gréviste. Donc porte entrouverte. Voilà. À mon avis, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il affirme à 100% que la SNCF restera avec des capitaux publics. Oui. Parce que c'est quand même un argument en permanence utilisé, notamment par la France Insoumise, en disant ça cache une privatisation rampante. Là, il a dit clairement, je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire la SNCF restera un service public, mais il faut le réformer, et après en déployant effectivement toute la méthode. Mais ça, il me semble, c'est crucial dans cette interview. Brice Couturier, est-ce que c'est susceptible effectivement de changer le cours des choses en la matière? Écoutez, il est clair que ce service public est totalement défaillant. Moi, je suis un utilisateur quotidien de la SNCF pour mon TER parce que je n'habite pas à Paris et j'y viens tous les jours. C'est insupportable, oui, sur le TER centre. C'est une situation intolérable. C'est un service public qui ne remplit pas sa mission et en plus, en ce moment, il est particulièrement défaillant puisqu'il est en grève 2 jours par semaine et que le 3e jour, en réalité, on subit les désagréments des 2 jours précédents. Donc ça ne peut pas durer. L'exaspération du public qui prend comme moi, qui utilise comme moi ce service public, commence à grimper et il faut vraiment que l'État prenne ses responsabilités pour que ça s'arrête. Parce qu'on ne va pas désorganiser l'économie du pays et la vie de centaines et de milliers de gens et de millions de gens parce qu'une bande de syndicalistes rétrogrades refuse de comprendre que s'ils ne font pas ces réformes aujourd'hui, ils sont morts demain. Ils vont être ubérisés s'ils continuent comme ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que parmi les multiples sondages qu'il y a sur la question,
Le dernier en date, à ma connaissance, celui qui a été fait par l'Institut ELA pour BFM, dit que le soutien des Français à la grève s'effrite. Il a perdu 5 points en moins d'une semaine. Moi, je crois que c'est très intéressant le point sur la concurrence d'un côté et la propriété publique de la SNCF de l'autre. Je pense que là est le véritable enjeu d'un grand nombre de changements qui sont à effectuer, c'est-à-dire la dissociation du service public, que je crois le gouvernement, la majorité et surtout le président veulent maintenir, et le monopole. Je crois que ce qui est en jeu dans ce qui se passe en France actuellement, c'est la possibilité de dissocier ces choses-là, de dissocier le service public du refus de la concurrence. Parce que le refus de la concurrence, c'est une garantie d'une utilisation extrêmement non optimale des moyens de production. Et là, il y a quelque chose de très... C'est ça la synthèse, c'est ça le « en même temps » macronien. Alors, on ne va pas faire toute l'émission sur la SNCF parce que ça nous emmènerait loin. On va continuer à dérouler, si je puis dire, les déclarations d'Emmanuel Macron. Il y a celle sur les retraités. Alors, c'était effectivement sa cible, enfin, une de ses cibles aujourd'hui. On l'écoute et puis on en reparle aussi. Et oui, j'ai demandé à nos anciens un effort. Oui, je l'ai demandé parce que c'est ma responsabilité, je ne les ai pas pris en traite, je leur ai dit. Mais je le dis avec beaucoup de considération, je l'ai dit en les remerciant, et je l'ai dit parce que j'ai besoin pour que celles et ceux qui payent leur retraite puissent être mieux récompensés de leur travail et qu'on puisse un peu remettre tout le pays au travail par l'ensemble des réformes. Donc je leur dis merci, et je leur dis surtout une chose, j'ai jamais pris un retraité pour un portefeuille. Convaincant ou pas sur ce point, Jean-Christophe? Cette technique de dire merci, on vous demande un effort, merci beaucoup, oui, mais il faut continuer. C'était une séquence très pédagogique, non pas démagogique, vraiment pédagogique, que j'ai trouvé en mettant vraiment les choses à plat et en terminant, en rappelant aussi que le gouvernement prend des mesures, l'augmentation du minimum vieillesse début avril dont personne ne parle, et puis évidemment cette taxe d'habitation qui va bien finir à un moment donné par baisser. Donc moi j'ai trouvé très pédagogue en expliquant qu'effectivement il demandait un effort, il avait conscience qu'il n'avait pris personne en traite, ce qu'il rappelle, il avait annoncé dans son programme. Et donc ça, j'ai trouvé, c'est vraiment la différence avec ses prédécesseurs. Encore une fois, il a dit, je fais ce que j'ai dit. Il l'avait dit, on a voté pour lui, il le fait, il entend les critiques, mais il sait qu'il demande un effort, il ne le fait pas pour faire plaisir. Moi, j'ai trouvé très pédagogue dans cette séquence. Pas de condescendance dans le propos, non, c'est courageux parce qu'effectivement, il maintient sa décision, il remercie les retraités, les Français retraités qui lui ont apporté leur suffrage. Donc voilà, il y a quand même un enjeu politique majeur pour lui. Je ne pense pas qu'il va les convaincre. Mais ça suffit. Je ne pense pas qu'il va les convaincre. Donc il le fait, voilà, c'est à titre d'explication politique, mais il n'y aura pas d'efficacité, je pense, de ce genre de propos sur l'opinion des retraités, dont on voit à travers les sondages qu'elle l'a un peu quitté, enfin momentanément peut-être, mais il y a un gros désaveu de Macron. En tout cas, ça avait été quand même le sacrifice demandé sur la CSG, ça avait été clairement annoncé. Moi, pendant la campagne électorale, ce qui m'avait frappé, c'est que c'était la seule chose que les gens nous disaient deux choses. Il faut voter pour lui, il faut voter pour vous, les gens de la majorité, parce qu'on a voté pour lui et qu'il faut qu'il ait ses chances. Et deuxièmement, mais il y a quelque chose. Alors là, toutes les personnes âgées, ah non, qu'est-ce que c'est intolérable. Et on a eu une très forte opposition. Et on voit bien, quand vous dites, on voit bien que la droite, LR, etc., il y a eu une forte concentration de l'électorat du troisième âge. L'électorat jeune, très jeune, a été très attiré par Mélenchon et puis par la France insoumise. Et on voit bien que c'est l'électorat des classes, des générations intermédiaires qui a voté pour lui. C'est très intéressant. Et là, je crois, mais c'était clairement perçu. Et là, je crois qu'il a raison de rappeler qu'il y a quand même tout un ensemble de choses qui sont faites pour les. Moi, je trouve qu'on a fait un peu trop bas l'exonération de la CSG. Il aurait fallu faire remonter un peu. Mais on a quand même un tas de mesures, à commencer par la taxe d'habitation, à commencer par l'augmentation du minimum vieillesse, qui profitent aux personnes âgées. Mais les personnes âgées dont je suis vivent avec angoisse ce problème. Votre voisin, peut-être, il s'adresse aux retraités en disant votre voisin, lui, il a vu son minimum vieillesse augmenter. Qui va se soucier de l'augmentation de son voisin? Je me rappelle le général de Gaulle disant « Alors, on dit des sous, des sous !» Faites bien le général de Gaulle. Mais surtout, quelle sera la conséquence? Encore une fois, Emmanuel Macron, il raisonne en se disant qu'il n'y a pas d'élection avant 2 ans. Et comme la taxe d'habitation, encore une fois, va baisser à la fin de l'année, au début de l'année suivante, par étapes, le résultat final, c'est que dans 1 an et demi, ces retraités auront vu leur situation s'améliorer
au moment des élections. Je pensais aussi ça, le calcul qu'il a en permanence Macron. Il avait un boulevard de 3 ans sans élection, donc sans ce coup près qui fait que les gens pas contents votent contre son adversaire. Et il joue cette carte à plein, il a raison de le faire. Je donne quelques réactions avant de vous redonner à tous la parole. One Shot qui nous dit on s'attendait à une annonce ou deux, déçu, on n'apprend rien de plus. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'annonce, on va en parler quand même. Serge Fatlet, j'ai arrêté au bout de 15 minutes tant il me saoulait. Moskemel, Macron, il est venu donner un coup de pied dans la fourmilière, celle des politiques, la fourmilière des cheminots. Merci de Macron d'avoir mis la locomotive France sur les rails et dans le bon sens. Et One Shot qui ajoute, même pas la demi-part pour les veuves, c'est vrai qu'il en a été question dans l'interview, il a été très pédagogue, sans aucun doute, brillant, il est resté simple, maintenant tout ça pour ça, on reste sur notre faim. Alors je reviens sur le côté pas d'annonce véritablement. Enfin, pas d'annonce. Enfin, pas d'annonce. Il fait une annonce tous les 8 jours depuis 3 mois. On était un peu en état d'overdose. Donc là, enfin, on a quelqu'un qui explique toutes les annonces qu'il a faites depuis plusieurs semaines. Respirons, écoutons, discutons et approuvons. Il n'y a pas Sylvain Courage. Eu de vraies annonces, mais il y a eu des confirmations, notamment sur les moyens supplémentaires qu'il pense pouvoir accorder aux hôpitaux et au personnel soignant. Il a dit avant l'été, donc sans doute il y aura de nouvelles annonces avant l'été. Et puis il y a aussi, à propos des 80 km/h, l'idée selon laquelle, après 3 ans, on fera le bilan. Et, à 2 ans. 2 ans. Mais on va en parler tout de suite. Un mot sur pas d'annonce, tout le monde est d'accord. C'est bien de pouvoir faire une petite pause et de parler, discuter, comme dit Jean-Louis Bourlange. Écoutez, moi aussi, ce qui m'a frappé, c'est la compétence, quoi. C'est quelqu'un qui a tout dans la tête. Il a une mémoire phénoménale, chacun le sait. Et il n'a pas de notes. Par contre, son interlocuteur en a, lui. Il n'est que journaliste. Il n'est que journaliste, comme nous autres. Si je voulais juste faire une remarque sur les dépenses sociales, on ne sortira jamais juste un chiffre. La France, c'est 32% du PIB de dépenses sociales. La Suède, le Danemark, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, c'est 25%. Donc on a un vrai problème, parce qu'on ne vit pas mieux en France qu'ailleurs. Hein, on se raconter l'histoire avec nos 32% de prélèvement. Or là, il y a vraiment un problème à régler, et ce n'est pas en faisant un truc de bon taux, 20 milliards d'euros en moins sur les prélèvements sociaux qu'on va récupérer du côté de la CSG, qu'on va s'en sortir. Non, c'est en baissant les dépenses sociales, c'est-à-dire en mettant les gens au travail, quoi. Pardon, moi j'aurais aimé quand même une annonce sur le salafisme, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment le sujet le plus faible. Ça va être pour le plénière. Oui, mais j'ai trouvé ça très faible sur le salafisme. Dire, ouh là là, le salafisme, je ne sais pas très bien ce que c'est, il n'y a pas de déficience juridique, on va peut-être fermer des mosquées. Ah oui, et sur le financement, un mot rapide, il a dit sur le financement de l'islam de France et l'attaque sur le halal, l'éventuel. Enfin, bon. Mais c'est vrai que ça a été rapide. C'est pour juste sur le niveau, non, je reviens un petit peu sur la forme, le niveau de langage. C'est vrai que vous disiez, c'était lui assez vite le maître, mais en même temps, je n'ai pas fait d'études du vocabulaire employé, mais c'était quand même assez de niveau accessible. Moins abstrait, moins de citations, pas de citations, moins de références. Il a vraiment... C'était plus, plus Macron le Sorbonnard. Là, il était à l'école élémentaire, et donc il s'appuyait sur un seuil de connaissances de base. Commun. Il parle un peu vite. Il parle toujours un peu vite. Il est passé du collège à l'école primaire. Une petite... Collège des Bernardins, l'école primaire. Les carabistouilles, ça a été le carabistouilles, les diplômes en chocolat, ça va rester. Et les diplômes en chocolat. Alors, on écoute quand même ce passage sur la SNCF. Effectivement, le 80 km/h, on l'écoute et puis voilà, on va rediscuter de tout ça. C'est toujours technocratique ou venu d'en haut parce que les Françaises et les Français, ça les ennuie toujours qu'on régule la route. Ça va commencer au 1er juillet, on le fait pendant 2 ans. Si ça n'a pas d'efficacité, si ça ne marche pas, on ne continuera pas. Je veux aussi relativiser. Vous savez, le déplacement moyen quand on est à la campagne, c'est 40 km par jour. Ça doit vous prendre à peu près une demi-heure quand vous êtes sur une route à 90. Bon, vous allez prendre 2 minutes de plus avec la baisse à 80. 2 minutes, ça ne change pas la vie. Il s'est trompé, Sylvain Courage, je me le dis dans l'oreille. Non, mais comme il était à l'école et comme il a parlé de règles de 3, on a vérifié à l'Obs. On n'est pas les seuls, d'ailleurs, les décodeurs du monde 40 km, quand on passe de 90 à 80, voilà, ça fait... c'est 3 minutes 20. Ça fait 3 minutes 20. C'est peut-être 3 minutes 20, mais c'est 2 minutes en réalité, parce que personne ne roule jamais à 90. Non, mais les expérimentations sont faites. Ça, c'est la défense du gouvernement par la majorité. Non, mais pas du tout. Quand vous êtes sur 40 km, vous traversez des villages, vous êtes derrière des
les poids lourds. Là, les expérimentations réelles montrent que ce pas des gens qui sont en permanence à 90 et d'autres en permanence à 80. Et effectivement, c'est une ligne. Alors là, je trouve qu'il y a un argument qui n'a pas employé, mais qui m'agace toujours, parce que je suis un peu en conflit avec mes collègues de LR là-dessus. Vous êtes pour cette mesure ? Oui, je suis pour. Et je suis pour, et il y a un truc qui m'énerve, c'est de dire que c'est l'orgueil de... on en veut à la France territoriale. La France, les territoires, ils ont plein de problèmes, notamment des problèmes d'emploi. Mais le transport... Qu'est-ce qui subit la galère des transports? C'est les Parisiens. Et là, le fait de passer de 90 à 80 à l'heure pour des gens qui, en général, ont la possibilité de venir déjeuner chez eux... Alors, comment vous expliquez que ça suscite autant... Pourquoi cette bronca? Parce que ça suscite... Je crois que ça a été maladroitement fait. Trois quarts des Français parce que les Français n'aiment pas, il l'a dit d'ailleurs très clairement, les Français n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils vont rouler à 80 à l'heure. Il y a un fond de résistance de citoyens contre les pouvoirs qui était très présent. Et là, je trouve que le gouvernement avait été très vite en besogne, n'avait pas fait suffisamment d'expérimentation bien établie, n'avait pas fait le travail préalable d'annonce, et les types ont dit « Oh, ils nous emmerdent, on nous fait passer à 80 à l'heure », et c'est la phrase de Pompidou qu'il a d'ailleurs citée. Les Hauts-de-Seine ne sont pas l'Orne. Peut-être aussi. C'est ce qui peut expliquer que vous n'ayez pas forcément la vision de... Moi, vous savez, je suis très éclectique. J'ai fait beaucoup de politique en Seine-Maritime avant d'en faire en Hauts-de-Seine. J'ai une vision extrêmement équilibrée des territoires. Mais est-ce que c'est de nature à calmer effectivement la grogne, de dire, bon, finalement, on l'applique, mais pour 2 ans, et puis on fera un bilan? Oui, c'est une bonne tactique? Oui, parce que les gens vont espérer que ça sera... je veux dire qu'au moins dans mon département, qui est un peu plus lointain que les Hauts-de-Seine, les gens sont furieux, notamment les infirmières à domicile, qui vont perdre effectivement du temps, et elles sont, vous savez, elles sont extrêmement mal payées. Passer de 90 à 80, m'a expliqué une infirmière, c'est très embêtant, ça va lui faire perdre un ou deux malades dans sa journée. Donc oui, arrêtez d'emmerder les Français. Qu'est-ce que ça peut changer? Vous croyez vraiment qu'il y aura moins d'accidents à 80 qu'à 90? Je voudrais bien voir les chiffres. Alors, une étude, je nourris la réflexion, une étude, alors elle est sortie opportunément hier, une expérimentation qui a été faite pendant 3 ans dans l'Yonne, et le passage à 80 a fait qu'il y a eu une réduction importante du nombre de morts. J'ai plus le chiffre, mais enfin le chiffre était assez parlant. Jean-Christophe. Moi je pense que sur cette séquence, il est quand même très fort, parce que ce qu'il annonce, c'est que, si dans 2 ans, il y a encore plus de morts que maintenant, eh bien on revient en arrière, c'est-à-dire que vous imaginez que dans 2 ans, admettons qu'il y ait eu 1000 morts de plus, il va dire, puisqu'il y a 1000 morts de plus, on va repasser de 80 à 90 km/h. C'est invraisemblable comme argument. Et le deuxième, non mais c'est comme ça qu'il va l'imposer, et que dans 2 ans, on ne reviendra pas là-dessus. C'est ça que je veux dire. Et la deuxième chose, c'est de dire qu'effectivement, tout l'argent ne va pas servir à remplir les caisses de l'État, mais aux hôpitaux qui soignent et qui guérissent les victimes des routes. Qui peut être contre ça? Donc là, il a quand même une séquence qui est très bien jalonnée, il me semble. Alors, nous avons plusieurs réflexions ou questions sur ce thème. Whitestone qui dit quel coût pour la mise en place de ces 80 km/h. Bon, je ne suis pas sûre qu'on puisse y répondre, mais il y a effectivement, on l'a dit. Et puis pourquoi annuler au bout de 2 ans, s'interroge-t-il. Et Nineja Leko, peu de personnes ont voté pour lui. Revient sur la question des retraités. Dire merci aux retraités, c'est une forme de moquerie. Sur ce 80 km/h, donc de nature quand même à faire baisser un peu la pression là-dessus. Il était préparé, il savait que c'était la question que Jean-Pierre Pernaut allait lui poser, donc il avait effectivement quelques réponses, en culpabilisant un peu le camp de ceux qui résistent à la réduction de la vitesse, en leur disant souvenez-vous qu'il y a des morts sur la route et que les recettes des PV vont aller pour ces gens, et puis effectivement en disant à tout le monde si ça ne marche pas, on reviendra, c'est pas une religion, c'est pas pour vous embêter. On va écouter un dernier extrait, il concerne alors vous allez écouter, mais c'est une phrase assez curieuse, on l'écoute. Je suis président de tous les Français. Vous savez, les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Moi, je suis président de tous les Français. Mais être président de tous les Français, ça n'est pas montrer du doigt une catégorie et faire qu'ils aillent moins bien, ou les villes ou les métropoles parce qu'elles iraient mieux. Je suis président de tous les Français. Les riches n'ont pas besoin de président. Oui, j'aime pas trop ça non plus. C'est la phrase de Lacordaire. Il me semble que quand on est le président, on est président de tous les Français. Et si on est président de tous les Français, on est aussi le président des riches. Les riches, des pauvres, des moyens riches et des moyens pauvres. Il ajoute aussitôt, je suis président de tous les Français. Mais ça risque d'induire une politique sociale qui consisterait à dire seuls ceux qui ont besoin d'une couverture sociale en bénéficieront et les autres qui se débrouillent. C'est une logique dangereuse.
On voit très bien ce que ça peut donner dans certains pays. Effectivement, vous avez un matelas de protection sociale pour les classes inférieures et les autres, ils sont aux assurances privées. Et c'est une logique. Est-ce qu'il y a ça derrière, Jean-Louis Bourlanges? Écoutez, je crois que là, mais c'est une tendance très profonde, parce que à quel moment a-t-on construit le contrat social sur lequel nous vivons? Pratiquement, c'est sous Chaban. C'est Chaban avec Delors. Et là, le système Chaban, qui avait été conçu par Simon Nora, Delors, etc., ça a consisté à dire on subventionne les gens avec plafonnement de ressources. Et c'est ça on subventionne que les gens à qui il manque de l'argent. Bon, et on a construit ce système qui était un système extrêmement équitable, mais qui relève exactement de ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on s'occupe des pauvres. Ça a des effets pervers, actuellement, c'est-à-dire que ça génère à tous les niveaux de l'activité des effets de seuil qui fait que, passé un certain stade, vous êtes dans l'incapacité vous perdez de l'argent si vous travaillez. Donc il faut... on peut prendre, non mais je crois que, alors moi personnellement c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas ennemi de toute forme, je suis un peu d'accord avec Gaspard Koenig sur des formes de revenus universels, parce que je crois que la combinaison d'un prélèvement proportionnel sur les revenus et d'une subvention forfaitaire par tête à tous les Français, la combinaison des deux maintiendrait un système progressif qui favoriserait les pauvres en évitant tout effet de seuil, parce que l'ensemble du prélèvement serait lissé. Mais ça, je trouve que c'est une idée parmi d'autres, que le gouvernement, que le président de la République pourrait prendre à son compte. Vous croyez qu'il avait ça en tête? Il a dit à Gaspard Koenig, qui m'en a parlé, il a dit, il l'a vu, il a dit très intéressant tout cela, et 2 jours plus tard, il a dit qu'il n'était pas très pour le revenu universel. Un dernier mot sur ce point. On verra. Moi, je crois que vous surinterprétez beaucoup. À mon avis, c'est le seul moment où il a fait de la langue de bois. Non, il a fait de la langue de bois en pure chaîne, c'est-à-dire je suis le président de tous les Français, je l'ai entendu dans la bouche de Hollande, de Sarkozy, de Chirac, de Mitterrand. Les riches n'ont pas besoin de président. J'y viens. Et par ailleurs, pour accompagner cette phrase, pour se justifier de toutes les attaques qu'il a depuis un an sur d'être le président des riches, il lâche cette phrase en disant les riches n'ont pas besoin de moi, parce qu'il en a assez qu'on l'accuse de ça. Mais je crois qu'il n'y a pas... Non, je suis d'accord, mais je répondais à Brice qui disait c'est nouveau, etc. Je dis non, c'est pas nouveau. On ne lance pas le débat. Alors, notre deuxième thème, on va parler un petit peu des facultés. Le bilan provisoire du mouvement, pour le moment, ce sont des saccages dans les locaux, comme à Montpellier ou à Toulouse. 4 universités totalement bloquées,